Elle secoue surtout le nord et la côte est de l'île. La dépression tropicale 94P est sur nos têtes depuis ce matin. Des vents de 115 km/h relevés à tout haut en début d'après-midi et de fortes pluies ressenties notamment à Pointe-d'Imier, Ouégoa ou encore Koumak. Associés à ce mauvais temps, des coupures de courant et le débordement de radiers. La prudence est de mise pour les prochaines heures. La côte est reste concernée par une vigilance orange forte pluie, vigilance jaune partout ailleurs. Le nord, l'est et les loyautés sont aussi en vigilance orange vent violent. Il est recommandé d'éviter tout déplacement. Cette nuit pour nous, tour à tour, les élus calédoniens se sont succédés pour signer les 2 accords passés avec l'État. Un consentement institutionnel, dit Élisée Oudinot, après 3 jours de discussion à Paris. C'est une satisfaction aujourd'hui que l'on puisse parvenir à trouver ce complément, cet accord qui vient compléter l'accord de Bougival et puis tout le volet économique et social. Il y avait également un accord, donc ça permet au pays de se redresser économiquement et pouvoir envisager l'avenir dans de bonnes conditions. Dans ce document, l'État s'engage aussi à réaffirmer la reconnaissance du peuple kanak comme spécifié dans l'accord de Nouméa et d'établir une identité calédonienne dans une démarche de réconciliation. Il précise que les travaux sur les compétences régaliennes doivent être validés par le Congrès. L'attractivité des provinces est renforcée et aussi la possibilité de s'auto-organiser. C'est réaffirmer aussi qu'il faudra faire un travail important pour permettre de doter la Nouvelle-Calédonie de sa loi fondamentale, qui est sa capacité d'auto-organisation, est une nouveauté et ça permettra de décrocher du Parlement et de ramener en Calédonie la détermination d'un très grand nombre de règles de notre organisation institutionnelle. Cet accord garantit le sauvetage des comptes sociaux comme les retraites, la santé ou encore l'énergie. N'oublions pas qu'au mois de mars, au mois d'avril, les retraites de la CAFAT, qui concernent 40 000 personnes, n'auraient pas été versées. Donc aujourd'hui, c'est cela qui a été aussi acté dans un accord qu'on dit politique, mais ceci est un accord qui sauve les politiques publiques. Donc c'est cela que le VOCNI est venu chercher, avec Calédonie Ensemble, un bloc central. Un consensus a été également trouvé pour relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Les prêts Covid seront transformés en subventions, un bol d'air pour les institutions du pays. Cet accord-là, vous l'aurez aussi. Vous verrez qu'il y a à l'intérieur plusieurs dispositions qui vont permettre à l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit le gouvernement, les provinces, les communes, de pouvoir assumer leur politique publique. En tant que présidente du Congrès, je dois vous dire que je suis quand même rassurée parce que la situation de la Nouvelle-Calédonie s'enlise. On n'a pas encore fait le vote du budget de la Nouvelle-Calédonie. Quand on rentre, on a la commission qui doit se réunir sur justement le budget qui a été proposé par le gouvernement. On sait qu'on a un problème au niveau de notre système de santé, le RUAM, les retraites. Et aujourd'hui, quand même, on a des garanties qui nous permettent d'avoir des perspectives pour les Calédoniens et Calédoniennes. Prochaine étape, expliquer la démarche et convaincre les parlementaires au Sénat afin de valider cet accord. L'accord Élisée Oudinot, tout juste signé, vient compléter celui de Bougival. Qu'en pense Jean-François Merle, ancien conseiller de Michel Rocard pour les Outre-mer en 1988 ? Nous lui avons posé 3 questions. Cette rencontre a-t-elle une valeur politique sans la participation du FLNKS ? Il n'y a pas de solution durable en Nouvelle-Calédonie sans la recherche d'un consensus. Et le consensus, il faut qu'il se fasse forcément avec tout le monde. C'est compliqué parce que du fait de ces divisions internes, le FLNKS a choisi de se réfugier dans l'abstention, de ne pas participer aux discussions. Et là, contrairement à ce qui s'était passé à Deva, on n'a pas dit on va reprendre l'ensemble du chantier, on dit ah ben non, on continue à mettre en œuvre l'accord du mois de juillet, comme si le fait que le FLNKS n'ait pas approuvé cet accord avait moins de valeur que quand les loyalistes et le Rassemblement n'avaient pas approuvé l'accord de Deva. Je crois que là, il y a une faille dans la démarche de l'État et que c'est une faiblesse par rapport... et cette faiblesse, elle se démontre depuis 6 mois parce que on voit bien qu'il n'y a pas de
de chemin pour une vraie solution au Parlement sur la réforme constitutionnelle. Il n'y a pas de majorité qui puisse se dessiner. Et il y a eu ces pataquès sur le projet de consultation qui ont été quand même assez lamentables. Mais en même temps, il faut rechercher les moyens de faire en sorte que tout le monde soit autour de la table. Et je ne suis pas certain qu'on ait recherché tous ces moyens. Sur le volet institutionnel, l'UNI a souhaité des modifications, notamment sur l'autodétermination. Est-ce que les compromis et les ajustements semblent équilibrés ? Un problème quand même quelque part, parce que quand on entend le député de la première circonscription expliquer que l'accord de Bougival, c'est la Nouvelle-Calédonie dans la France pour toujours, alors que le texte lui-même dit qu'il y a la possibilité d'un transfert des compétences régaliennes jusqu'à ce qui est forcément l'accession à la pleine souveraineté, on se dit qu'il y a tromperie sur la marchandise quelque part. Soit dans le texte de l'accord, soit dans ce que dit le député. Réparer les blessures du passé et celles plus récentes nées des violences de mai 2024, est-ce possible ? Je pense qu'il y a une grande résilience du peuple calédonien, de toutes les communautés, malgré les difficultés, malgré... C'est vrai que on a vu en 2024 des réactions que l'on croyait appartenir au passé, de haine, de violence, mais en même temps, je crois que la grande majorité des Calédoniens savent qu'ils n'ont pas d'autre solution que de créer les conditions de vivre ensemble sur cette terre, parce que la plupart d'entre eux n'en ont pas d'autres. Ils ont ce pays en partage. Je crois que c'est possible, mais encore une fois, il faut pour ça sortir des postures. Quelle perspective pour la SLN cette année ? Si la société assure être sortie de l'urgence, elle reste suspendue au financement de l'État pour passer 2026 et au défi de produire plus, moins cher, et ce malgré le coût de l'énergie. Production en hausse, meilleure performance des fours, la direction met en avant un redressement technique. Après une année noire en 2024 et une année en 2025 en légère hausse, la SLN vise une augmentation de la production pour 2026. En 2026, la SLN prévoit d'augmenter sa production de ferro-nickel à 43 000 tonnes, après une année 2025 où nous avons augmenté notre production d'un peu plus de 10% par rapport à l'année très difficile de 2024. 43 000 tonnes de production, très peu d'export, puisque la plupart de notre production minière sera orientée vers l'usine de Doniambo, donc moins d'1 million de tonnes d'export sur l'année 2026. Notre retour à la rentabilité n'est pas prévu avant l'année 2029-2030 et sera beaucoup dépendant de la reprise de notre activité sur les sites miniers de la côte Est, de nos plans d'action économique qui doivent se poursuivre comme ils l'ont été ces dernières années, et bien entendu d'un soutien de solutions sur le prix de l'énergie à court terme. Mais le redressement technique ne suffit pas. La SLN reste déficitaire et dépend d'un soutien massif de l'État. Pour sécuriser le début d'année, l'État a déjà débloqué plus de 13 milliards de francs le 30 décembre sur l'enveloppe totale de plus de 28 milliards de francs prévus dans l'accord complémentaire politique Élysée-Oudinot. Nous avons effectivement obtenu un soutien de la part de notre actionnaire État en décembre 2025, nous permettant de sécuriser le fonctionnement de l'entreprise sur le début d'année 2026, avec la possibilité d'une deuxième tranche de soutien en cours d'année pour globalement permettre notre activité sur toute l'année 2026. En contrepartie, le groupe Eramet a également prolongé ses garanties financières pour l'usine de Doniambo, pour nos sites miniers situés en province sud, donc une activité qui aujourd'hui est sécurisée grâce à ces soutiens pour toute l'année 2026. La SLN va-t-elle survivre en 2026 ? La direction plaide pour un mécanisme de soutien sur le prix de l'énergie. Objectif affiché, passer la période de crise et retrouver une rentabilité à l'horizon 2030. Pourquoi est-ce qu'il prend du crack ? Pourquoi est-ce qu'il prend du crack ? Ils sont artistes, compagnons de vie et parents. Ensemble, ils ont choisi de raconter sur scène une épreuve intime, celle de l'addiction qui a traversé leur famille. Crack le Code est une création théâtrale écrite par l'artiste suisse Sarah Marcuse. Elle y raconte ce qu'elle a vécu lorsque son compagnon, l'acteur Thomas Di Genova,
a traversé 4 années d'addiction aux drogues dures comme le crack, la cocaïne ou encore l'héroïne. La seule solution que j'ai eue, c'est d'écrire, de mettre des mots et de raconter la traversée et comment j'avais repris en quelque sorte ma puissance, parce que j'ai été vraiment réduite à néant pendant toute une période. Je ne savais pas quoi dire aux enfants, je ne savais pas comment faire avec ce quotidien. Ça a été très très loin puisque à un moment donné, j'ai dû fermer la porte et changer les serrures et j'ai dû faire en sorte que Thomas ne puisse plus rentrer à la maison. Donc il est censé suivre une période à la rue où on n'a plus eu de nouvelles de lui, de prison. J'ai choisi de raconter comment en fait une maman est confrontée à ça et comment en fait on sait très peu ce que vivent les proches finalement. Ce que j'ai envie que les gens comprennent, c'est qu'il y a toujours une issue, mais pour ça il faut accepter de se regarder soi et à partir de là tout peut redémarrer. Qu'est-ce qu'on cherche à fuir? Et est-ce qu'il y a fuite plus ou moins noble, plus ou moins destructrice? C'est détruire à petit feu comme moi, un verre, puis 2, puis 3, jamais avant 19h. C'est lisse, c'est propre, ça se voit pas. Ou au laser du crack. Donc c'est un spectacle à partir de 15 ans. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus et qui ont été très touchés par le spectacle. Et je pense que ça touche toutes les couches de la société. Personne n'est épargné par cette question. Il y a beaucoup d'humour aussi, quand même, il faut le dire. Et Thomas sculpte en scène. Donc il est là, moi je parle et lui il retrace tout son parcours en apportant une autre dimension poétique. Lorsque Sarah m'a proposé ça, j'ai tout de suite accepté parce que d'une part, ça me permettait de continuer ce que j'aimais faire, qui était mon métier, et deuxièmement, je trouvais ça précieux de pouvoir retranscrire ce que j'ai pu vivre de façon honnête. Et donc sur le plateau, j'ai une boule d'argile qui représente en même temps mon essence et en même temps tout produit addictif. Et donc il y a un jeu de rejet et de retour à moi de cette pâte. Je pense que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou n'importe où sur Terre, l'humain étant ce qu'il est et les drogues étant ce qu'elles sont, c'est tout à fait similaire à Genève ou à n'importe quelle grande capitale. Donc ça sera reçu comme partout, parce que c'est un fléau. Craque le code sera joué les 23 et 24 janvier prochains à Musique Station à Nouméa. Et chaque représentation sera suivie d'un bord de scène pour permettre au public d'échanger avec les artistes. Je voudrais que ce soit autrement, la vie. Pas vous?